Pour 50 $, t'as plus rien. Nouvelle de Ludovic Miserol, texte issu des nouvelles d'Ora Suarez, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Aux éditions du Caïman. Une nuit d'encre tout autour de nous. Les ténèbres ne font qu'amplifier l'angoisse éprouvée par tous. Une nuit sans lune, terrible, peut-être bien la dernière, qui vient me mordre les lèvres dans un baiser glacial. La moindre parcelle de ma peau frissonne. Est-ce le froid? La peur? Pourquoi me suis-je embarqué dans cette folle aventure? Pourquoi ai-je donc quitté la chaleur rassurante de Monaco? À présent, je donnerais tout pour me retrouver sur ce rocher surplombant la Méditerranée et sentir les rayons du soleil me caresser le visage, écoutant d'une oreille distraite les remontrances de mon père ou les conseils avisés de ma mère. Dieu que j'étais désinvolte. Et je ne manquais jamais une occasion pour l'afficher. Je répondais à leur inquiétude par des soupirs, à leurs attentes par des haussements d'épaules. J'aimerais tant revoir mes parents une dernière fois et leur dire combien je regrette. Je vais mourir. Je l'ai réalisé depuis peu. 1 heure tout au plus. L'espoir n'a plus sa place en ce lieu que même Dieu semble avoir déserté. Les cris, tant à bâbord qu'à tribord, en sont la preuve ultime. Des cris, des suppliques émanant de celles et ceux qui, il y a encore quelques minutes, riaient et dansaient en sirotant leur coupe de champagne. De pauvres airs qui ne prenaient pas encore au sérieux la menace qui planait pourtant au-dessus de chacune de nos têtes. Ce soir, la mort frappera sans discernement. Leurs millions et leurs beaux habits ne serviront à rien. Et ces 50 $ enroulés maintenus par un élastique dans la poche intérieure de mon veston. Ne souris pas, Roger. Pas là, pas maintenant. Si quelqu'un te voyait, il ne comprendrait pas. Des mois de salaires épargnés pour rien. Un précieux sésame nécessaire pour débarquer aux États-Unis et éviter ainsi de subir les interminables files d'attente d'Ellis Island, où s'entassent parfois plus de 10 000 immigrés par jour. Des centaines ici n'entendront pas le fameux « Welcome to America », synonyme de ce qu'ils croyaient être un nouveau départ. Leur espoir d'une nouvelle vie va s'achever ici. Cette nuit, riches et pauvres seront unis vers un même destin. La faucheuse, contrairement aux hommes, ne fait pas la différence si vous avez les poches bien garnies ou trouées. La mort, tout comme l'amour, est aveugle. Des centaines de gens sont là, peut-être même des milliers. Mais que je me sens seule. Ne les regarde pas, Roger. Je ne veux pas voir la peur déformer leur visage. La mienne me suffit. Ah, je ne suis pas égoïste, bien au contraire. Sinon, pourquoi serais-je là à jouer du violoncelle? Pour tenter d'apaiser leurs derniers instants. À ma façon, je prends soin de ces vies qui s'achèvent. Du haut de mes 20 ans, j'en ai déjà vécu 1000 et j'en aurais encore probablement vécu autant si... Quelle trajectoire que la mienne! Je suis née dans la maison de ma grand-mère, à Cosne-sur-Loire. J'ai dû apprendre, très tôt, à composer avec l'incroyable caractère et le talent prodigieux de mon père, musicien lui aussi. Quel bonhomme que mon père! Originaire du nord de la France, il s'est marié à 24 ans avec maman. Léon était alors professeur de musique. Le couple ne roulait pas sur l'or. Pourtant, à force de travail et de persévérance, il s'en est sorti. Il a très vite été engagé au sein de l'Orchestre symphonique de Monaco, où il a mené carrière en y jouant du cor. Monaco. J'ai passé mon enfance et une partie de mon adolescence dans cette principauté de contes de fées. Mon chemin était tout tracé. Je serais musicien comme mon père. Je jouerais moi aussi à Monaco. Je m'y marierais et aurais à mon tour des enfants. Tel était mon destin. Mais tout cela était sans compter sur mon caractère. Impétueux le jeune Roger Bricout. C'est qu'en plus de la volonté de mon père, j'avais soif de liberté. Pas une petite soif, non, je voulais en profiter jusqu'à l'ivresse. Le monde est si vaste, je souhaitais le découvrir, et par la même occasion
échapper à l'emprise qu'exerçait mon père sur chacun de nous à la maison. Quand on est enfant, on ne sait rien, ou pas grand-chose. J'écoutais mes parents. Alors, pour leur faire plaisir, j'ai appris la musique, un temps, au sein de l'orchestre de Monte-Carlo. Mais très vite, l'adolescent que j'étais devenu se mit à rêver d'ailleurs. La musique dans laquelle je baignais depuis mon plus jeune âge deviendrait le prétexte à mon émancipation. À 15 ans, je pris la route pour l'Italie où j'entrai à l'Académie musicale de Bologne dans le but d'y perfectionner mon art. Mon père n'y trouva rien à redire. C'est que j'avais pensé à tout. Malin le Roger. Voyez-vous, pour Léon, l'Italie était la plus grande référence mondiale pour tout ce qui concernait la musique, après la France évidemment. Il était même heureux que je me rende là-bas, alors que ma mère essuyait ses larmes lors de mon départ. Puis, au bout de 3 ans, je revins en France. Je fis mon entrée au Conservatoire de Paris, où je restai 1 année avant de rejoindre Monaco. Des cris, encore. Je crois même percevoir des prières. Ne les regarde pas, Roger. Pense aux belles choses. Ma mère ne cessait de me complimenter. L'adolescent qu'elle avait quitté était devenu un beau jeune homme de 19 ans. Les cheveux bruns, le teint pâle et le port altier. J'avais désormais de la conversation, des bonnes manières et toujours une ambition dévorante. Messieurs, swing song! Les premières notes d'un ragtime se mettent aussitôt à résonner. Arrête de sourire bêtement, Roger. J'ai l'impression que mon archet danse sur les cordes de mon violoncelle et les fait vibrer sans mon aide. J'aurais pu être un grand musicien. J'en suis persuadée. J'aurais eu une belle vie. Je me souviens d'une lettre envoyée le mois dernier à maman qui se faisait du souci pour mon avenir. Dans cette lettre, je lui avais parlé de mes envies de grandeur. Je n'épouserai qu'une fille qui aura de l'argent pour correspondre à mes goûts. Autant dire que je ferais mieux de me noyer. J'imagine l'amour dans du linge de soie, ou du moins rien de moins qu'un chez-soi confortable, et non dans un grenier avec la peur de mourir de faim le lendemain. Ambitieux? Peut-être, et pourquoi pas. Quelque chose me dit que je devrais l'être, car c'est le seul moyen de réussir. L'allusion à la noyade. J'ai froid. Était-ce une prémonition? Dans quelques minutes, mon corps sombrera dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Un corps parmi ceux de tous ces gens qui courent et qui crient sur le pont de ce bateau que l'on croyait, il y a peu encore, insubmersible. C'est même précisément pour ça que la majorité n'a pas voulu quitter tout de suite le bateau. Pour ça que des canots de sauvetage ont quitté le navire, presque vide. Le premier, le numéro 7, fut affalé tout à l'heure avec une 30aine de passagers. Tout au plus, alors qu'il pouvait en contenir au moins le double. Qui aurait risqué sa vie pour enjamber une petite embarcation et se retrouver suspendu des dizaines de mètres au-dessus du niveau de la mer, glaciale de surcroît? Et quelle épopée ensuite pour remonter à bord! Tout le monde, ou presque, avait encore de l'espoir tout à l'heure, alors que maintenant c'est une toute autre histoire. Chacun cherche à monter dans l'un des canots afin de quitter au plus vite ce Titanic de malheur. Moi, je ne partirai pas. En signant mon contrat avec la CW and F.N. Black Agency de Liverpool, je me suis engagé. J'ai non seulement promis de connaître par cœur les 352 airs sélectionnés par la White Star Line, à qui appartient le Titanic, mais aussi d'obéir aux officiers du navire. Et cette nuit, les officiers nous ont précisément demandé de continuer à jouer afin de donner l'illusion que tout était sous contrôle. Je n'ai qu'une parole. Je suis comme ça. Un sens du devoir hors du commun, certainement hérité de mon père. Léon, alors qu'il était soldat musicien au 85e régiment d'infanterie, n'a pas hésité une seule seconde à plonger dans le loin, à Montargis, pour sauver un homme sur le point de se noyer. La noyade. À nouveau. Mes lèvres gercées esquissent sur un sourire une fois encore. La vie est une farceuse. À moins que ce ne soit la mort. Si seulement mon père pouvait être là ce soir et me sauver moi aussi. Face à moi, Wallace est très sérieux, lui. Pas l'ombre d'un rictus sur ses lèvres. Wallace Hartley est le chef de notre orchestre.
8 musiciens vêtus d'un bel uniforme à revers verts. « Messieurs, a Waltz Dream !» Toujours des cris, des prières et des pleurs. Eux aussi ont peur. Mais les passagers, eux, peuvent la laisser s'exprimer. Est-ce vraiment une chance ? Wallace a les yeux fermés, absorbé sûrement par la valse que l'on vient de débuter. À moins que, tout comme moi, lui aussi ne fasse le bilan de sa courte vie. 32 ans, rendez-vous compte. Nous nous sommes rencontrés à Leeds, à l'hôtel Central, il y a 2 ans. On avait été engagés tous les deux pour jouer de la musique durant l'été. Nous avions très vite sympathisé. Notre amitié m'a permis, petit Frenchie que j'étais, de perfectionner mon anglais et de me sentir ainsi beaucoup plus à l'aise avec la langue de Shakespeare. Cette nuit, c'est la première fois que l'on joue tous ensemble. Jusqu'à ce soir, nous étions divisés en 2 formations, un quintet et un trio. Je faisais partie du trio qui jouait principalement sur le pont A, dans la salle de réception et à l'extérieur des restaurants, à la carte et café parisien. Ma présence et celle du Belge George Krins au violon apportaient ainsi du crédit à la touche française que la White Star Line avait souhaité sur le paquebot. Théodore Brailey nous accompagnait au piano. Ted, je l'ai rencontré 2 jours auparavant, à bord du Carpathia. Le jour où nous avons reçu la confirmation que nous étions tous deux retenus pour jouer à bord du Titanic. On aurait dit 2 fous. On avait même lancé à l'un des stewards du bateau « Nous allons bientôt être sur un vrai paquebot, avec de la vraie nourriture. » Si je n'avais pas quitté le Carpathia, ma vie ne se serait probablement pas achevée cette nuit, mais mon ambition a toujours été mon moteur. C'est elle qui m'a poussé à quitter Monaco, elle qui me fit voyager en Italie, à Paris et à Londres, alors que je n'étais même pas majeure. C'est elle aussi qui m'a amené à m'embarquer sur des bateaux toujours plus grands pour découvrir le monde et m'ouvrir à d'autres cultures. Oui, je l'avoue, j'ai toujours voulu plus grand, toujours plus beau, et rien alors ne pouvait surpasser le Titanic, le plus gros et le plus luxueux paquebot au monde. Maman a été la première à savoir, là-bas, sur le continent, que je ferais partie du voyage inaugural. ma lettre, envoyée du Carpathia, sointait d'enthousiasme. Je mettrai le cap sur Southampton, où je monterai à bord du Titanic, qui sera lancé le 10 avril et sera le plus gros navire du monde. 50 000 tonnes, c'est une ville. Bain turc, vélo, ouais, il y a un vélo à bord. Gymnase, une piscine de 100 mètres de long. Que tout cela paraît dérisoire désormais. Toutes ces merveilles sombreront aujourd'hui au fond de l'océan avec eux, les nantis et pauvres d'hier. Je viens de voir des membres d'équipage prendre place dans le canot numéro 13. Cela me conforte dans l'idée que tout est fini. Le pire est devenu inévitable. Un coup de feu retentit, suivi très vite par 2 autres. Les cris redoublent. Des gens courent, puis les premières rumeurs circulent sur le pont avant de nous parvenir. C'est un officier, Harold Love, qui vient de tirer. Des passagers étaient prêts à sauter dans le canot dans lequel il avait pris place, au risque de le faire se retourner et de faire périr les femmes et les enfants qui se trouvaient à bord. Nous y sommes. Le temps du chacun pour soi est arrivé. Au diable les bonnes manières et la bienséance. Qu'à cela ne tienne, il faut continuer, poursuivre la mission qu'on nous a confiée, jouer le plus longtemps possible et contribuer ainsi à faire croire que tout est sous contrôle. Les doigts dansent, les archers battent l'air glacial de l'Atlantique Nord. Et si nous avions tort? Faire comme si, c'est aussi participer à ce mensonge. Peut-être que des passagers se refusent à monter à bord des canots précisément parce que nous continuons de faire résonner des airs de musique. Des airs insouciants qui retentissent au niveau de la 2e cheminée de ce paquebot réputé insubmersible. Non, ne culpabilise pas, Roger. C'était peut-être le cas avant, mais les embarcations sont désormais complètes ou presque, signe que l'insouciance a laissé place à l'instinct de survie. Au loin, leurs passagers ne doivent plus percevoir le nom du bateau sur l'étrave qui prend de la gîte sur tribord. Un signe de Wallace. Nous cessons aussitôt de jouer. Messieurs, chacun d'entre vous a fait son devoir. Ce fut un plaisir de jouer avec vous.
Vous pouvez tenter de joindre l'un des canaux. Bonne chance à tous. » Sans même nous concerter, aucun de nous ne quitte le groupe. Les larmes montent dans les yeux de beaucoup d'entre nous et viennent perler sur les joues de Wallace. Il souhaiterait nous remercier, mais n'y parvient pas. On le voit, on le ressent. Ici et maintenant, nul besoin de paroles. Un signe de tête suffit à montrer l'immense gratitude et l'estime qu'il porte à chacun d'entre nous. Wallace se racle la gorge. « Messieurs, Orphée !» 8 hommes, sans gilet de sauvetage, entament l'un des tout derniers morceaux de leur existence. Nous nous appliquons, jouons comme nous n'avons jamais joué. Tout à l'heure, nous mourrons. Nous en sommes désormais tous convaincus. Chacun s'observe, détaille l'autre pour s'imprégner du visage de ses camarades. Que de bonté, d'amour et de respect dans ses regards. Nous ne faisons désormais plus qu'un, comme le présageait déjà notre ticket d'embarquement unique. Le ticket numéro 25 06 54. Un seul ticket pour un orchestre de 8 musiciens. 8 artistes, avec chacun $50 en poche afin de pouvoir fouler le sol américain sans difficulté. Nous ne tiendrons plus longtemps. Il nous est de plus en plus difficile de jouer, l'inclinaison se fait trop forte. Une nouvelle fois, Wallace cesse de jouer. Nous comprenons. Tout est terminé. Je regarde ma montre. 2h17. L'heure à laquelle notre orchestre a cessé de jouer en ce funeste 15 avril 1912. Nous mourrons ensemble. Soudain, un terrible grondement se fait entendre. L'une des cheminées tombe vers l'avant et vient écraser de nombreuses personnes qui tentaient de surnager dans l'eau glaciale de l'Atlantique Nord. Un regard, un dernier, puis un choc violent au niveau de l'abdomen et le froid, terrible, suivi d'une insondable obscurité. Une vague immense glaciale emporte notre formation de 8 musiciens. Je sombre, je coule à pic. Une farandole d'images tourne de plus en plus vite dans ma tête. Le soleil de la Côte d'Azur, un sapin de Noël clignotant de lumière jaune, rouge et bleue avec à ses pieds quantité de cadeaux multicolores, le visage parcheminé de Marie-Rose, ma maman. Plus jeune musicien du Titanic, j'aurais dû fêter mes 21 ans dans 6 semaines. Je suis à bout de force. J'étouffe, ouvre machinalement la bouche. Qu'ai-je donc fait? L'eau commence à s'insinuer par ma gorge, par mes narines. Ma poitrine me fait mal. Ma cage thoracique se comprime et semble enfermer peu à peu mon cœur dans une prison d'eau et de sang. La douleur est trop intense, beaucoup trop pour l'endurer davantage. Je n'ai plus les forces nécessaires pour lutter. Mes yeux se ferment. Je cesse ma lutte, ne cherche plus à nager dans cette immensité prête à m'engloutir dans une ultime étreinte. Mes doigts semblent esquiver quelques mouvements sur un archet invisible, alors que résonnent dans ma tête les notes de « Plus près de toi, mon Dieu ». Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, plus près de toi. Le corps de Roger Bricout, 20 ans, ne fut jamais retrouvé, ou en tout cas, s'il le fut, il ne fut pas identifié comme tel. L'un des navires qui vient au secours du Titanic fut le Carpathia, que Roger avait quitté quelques semaines plus tôt afin d'embarquer sur un vrai paquebot. Après la tragédie qui se déroula dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, les frères Black, dont dépendaient les musiciens, réclamèrent aux familles le remboursement des uniformes perdus, de leurs insignes et de leurs boutons. Comme la perte d'un enfant n'était pas suffisant, on y ajouta le poids du déshonneur. Appelé à l'activité militaire le 1er octobre 1912, Roger Bricout manqua à l'appel et fut, par conséquent, déclaré insoumis le 4 janvier 1913. Réputé déserteur lors de la Grande Guerre, il faudra attendre 4 longues années afin que le violoncelliste du Titanic ne soit plus considéré comme traître à la nation.